Maëwen, de m'avoir mis dans cette petite aventure. Et donc, merci pour l'invitation. Et donc, du coup, vous voyez mon écran là? Ouais, Ok. Non, je sais pas pourquoi ça s'est mis en bleu, peu importe. Donc, je vais vous parler de la question des récits. On a essayé de cerner un petit peu plus les choses en amont là, avec Marion. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire de où je vous parle. Donc, le CERT, c'est un groupement d'intérêt public. C'est une forme juridique un peu particulière qui réunit en fait l'État, la région Hauts-de-France, l'ADEME et puis un certain nombre de partenaires, collectivités, associations, entreprises. Les trois principaux, c'est État, région, ADEME. Euh, c'est un lieu assez singulier parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gros points d'intérêt public sur les sujets du développement durable. Souvent, les gros points d'intérêt public, ça date des années 80, c'est plutôt sur des questions de santé, de recherche, dans les hôpitaux, etc. Voilà, et donc c'est apparu finalement, donc nous on est né en 2001, et c'est arrivé très vite parce que nous on est dans une région, donc à l'époque Nord-Pas-de-Calais, qui connaît le développement non durable en fait. Et donc ça a stimulé pas mal de choses d'entrée de jeu. Et notamment, il y avait une présidence verte à l'époque, hein, Marie-Christine Blandin, c'était la première présidence régionale écolo, et ça a stimulé énormément de choses. Et l'un des vice-présidents, c'était Jean-François Caron, le maire de Los Angeles, qui a développé une stratégie de développement durable, et à l'intérieur de cette stratégie régionale, la création d'un CERD, Centre ressources du développement durable. Voilà, et l'idée derrière ça, c'était de dire, donc il faut un lieu où on donne des éléments de fil à plomb, voilà, sur le développement durable, un lieu ressource, qui fasse ressource, et l'idée c'était de porter cette idée de développement durable et désirable. Donc ça, c'est un sujet qui est encore extrêmement d'actualité, hein, parce qu'on parle beaucoup enfin de bashing là, d'écologie punitive, bon, etc. Et en fait, cette notion de développement durable et désirable, elle est, voilà, bah, ça fait plus de 20 ans qu'on cherche à traiter ça. Donc nous, on véhicule des politiques publiques de l'État et de la région, mais on a pour mission d'être sur le terrain, de faire remonter des choses. Et donc, on est courroie de transmission entre le terrain et les institutions. Alors, c'est pas évident parce que du coup, il y a parfois des positions qui sont difficiles à prendre pour nous par rapport justement aux politiques institutionnelles. Mais bah, du coup, voilà, on fait un peu les caméléons, le grand écart, etc., pour faire le lien finalement entre les différentes échelles. 18 personnes et un financement qui correspond à notre gouvernance, c'est-à-dire État, région et ADEME, avec une présidence tournante entre l'État et la région. Voilà pour le CERD. J'enchaîne sur le pourquoi enfin, c'est quoi notre lien avec la question de la mise en récit. Donc, je vous en ai déjà donné un sur un peu nos fondements liés à la question du désir. Euh, et en fait, au fil du temps, avec un certain nombre d'acteurs dans notre région et la fabrique des transitions qui était en émergence, on a posé un certain nombre alors je ne veux pas dire doctrine parce que c'est un peu pompeux, puis c'est peut-être pas forcément ça, mais des éléments théoriques en fait sur les principes et les intentions de la mise en récit. Donc on était plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire, collectivités, bon, etc., à travailler ce sujet-là. Donc ça, c'est un document que vous pouvez trouver sur notre site sur la mise en récit des projets de transition. Ensuite, on a continué nos travaux. Entre-temps, on a fait les expérimentations, etc. Et on est arrivé à un second document qui est ce manuel qui a, là été porté par la Fabrique des transitions, que vous pouvez retrouver sur le site de la Fabrique des transitions. Et là, qui s'est voulu être un manuel un petit peu plus concret, quoi, un peu plus pratique, avec des tutos, des témoignages, etc., pour essayer de rentrer dedans un peu plus précisément. Donc nous, on a un certain nombre d'actions. Donc là, en ce moment, on accompagne des collectivités sur les stratégies de mise en récit des transitions.
On a une action, on a expérimenté des actions plutôt dans le domaine, enfin, dans le sujet de l'alimentaire, enfin, sur les stratégies territoriales alimentaires, notamment dans le Douaisis. On a fait une approche de mise en récit de leur projet alimentaire. Euh, Ensuite, on mène ce que l'on appelle une résidence narrative. Donc ça, c'est un moment un peu privilégié pendant 2 jours où on s'enferme dans un endroit à la campagne pour converser, en fait, pendant 2 jours entre des élus et des techniciens sur la question des politiques alimentaires. Et je reviendrai dessus après pour vous décoder un peu ça, cette forme d'action-là. En tout cas, enfin, peut-être pour finir sur cette partie-là, nous, c'est un sujet auquel on croit beaucoup. C'est pas forcément l'alpha et l'oméga, on va dire, mais pour nous une corde supplémentaire à notre arc pour déployer les transitions. D'ailleurs, c'est un terme que nous, on n'utilise pas trop, on est plutôt sur les transformations, en fait. Euh, voilà, c'est un élément supplémentaire. En fait, ce que l'on se dit, c'est que les chiffres du GIEC, ben, on les connaît, etc. Et dans le fond, ça nous met pas plus que ça en mouvement, en fait. Et donc, il faut chercher d'autres façons de procéder, d'autres stratégies. Alors, ce qu'on porte, donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapo-là, mais ce qu'on porte, c'est ça, c'est-à-dire l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que l'arbre qui cache la forêt, c'est le storytelling et les livrables. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de mise en récit, en fait, on parle du storytelling, de la manière de communiquer, et on parle des livrables, c'est-à-dire, ah, ben moi j'aimerais bien faire une bande dessinée, un écrit, des podcasts, etc. Donc, nous, ce que l'on porte comme idée, c'est de dire, bah oui, effectivement, il faut faire ça, pour au moins 3 raisons. D'abord, parce que l'idée, c'est peut-être, je mets des guillemets, nourrir un grand récit, voilà, un peu comme au début du XXe, la fin 19e, un grand récit national sur la République, bon, voilà. Mais ça, c'est pas dit, mais en tout cas, de se dire, ben voilà, c'est peut-être sans regret, si on fait du storytelling partout, dans tous les projets, ben, ça peut nourrir un autre récit positif. L'autre élément, c'est de dire qu'en fait, il faut des livrables, il faut du storytelling parce que ça attire des ressources et des partenaires. Donc là, on a un exemple dans le sud du département du Nord, c'est une ville qui s'appelle Fourmi, territoire rural, territoire post-industriel, avec des chiffres sociaux très problématiques. Et en fait, ils ont bâti en fait un storytelling et tout un travail sur la question de la troisième révolution industrielle. Et c'est incroyable ce que ça a généré comme tam-tam en fait, et ce que ça a généré derrière comme attractivité pour des financeurs, pour des partenaires, des intervenants, la Banque des Territoires qui veut lancer une expérimentation sur la mobilité en milieu rural, l'ADEME qui file plein d'argent sur des projets, bon, etc., etc. Et puis l'autre élément de cet arbre vert, là, sur le storytelling et les livrables, c'est le fait que ça motive partout. C'est-à-dire que quand on mène des projets qui sont forts, qui sont dans la transformation, donc c'est pas simple évidemment, là votre tour de table tout à l'heure l'exprimait, et parfois on peut se décourager, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant de remettre une couche quand même, parce que quand on entend un récit d'une action qui se passe à l'autre bout de la France, bah, ça fait du bien à tout le monde. Voilà, moi récemment j'avais entendu le podcast sur Mouans-Sartoux, Mouans-Sartoux, cantine scolaire 100% bio depuis 10 ans. Donc imaginez, à Mouans-Sartoux, ça fait 10 ans. Un gamin qui a 10 ans, ben, en fait, il mange bio dans les cantines depuis qu'il est né, quoi. Depuis la crèche jusqu'au collège. Et donc ça, c'est pas exotique, c'est en France. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est pour ça qu'on parle de transformation et pas de transition. C'est-à-dire que certes, c'est pas facile, hein, évidemment, selon les endroits, hein, c'est pas, il y a qu'un faucon. Mais du coup, quand même, en France, on peut avoir des cantines 100% bio, voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut le développer partout. Et ça, c'est de nature à transformer la vie des gens. Voilà, donc ça, c'est, je trouve, un élément important. Et du coup, d'entendre ça, et ça, on l'entend parce que
ils développent des formations, ils développent des podcasts, des écrits, ils font du tam-tam en fait. Et du coup, c'est bien pour eux parce que ça attire des ressources et c'est bien pour nous qui avons besoin de motivation, de deux pièces dans la machine pour se relancer. C'est pareil, Totnes en Angleterre. Totnes, les habitants ont lutté contre l'implantation d'un Starbucks Café. Ils ont refusé ce modèle-là, qui est évidemment un modèle ancien, prédateur, enfin voilà tout ce qu'on veut. Ils ont réussi ça, et de là a été développé les incroyables comestibles. Donc avec voilà, des plantations partout dans la ville, de fruitiers, de légumes, et bon, etc., etc. C'est devenu les villes en transition, le mouvement des villes en transition avec Rob Hopkins. Et donc ça, c'est intéressant quand même d'entendre ça. Et donc le fait de faire des récits, du storytelling, c'est utile pour les autres. Parce que du coup, ça nourrit l'espoir. Et nous, on se dit, ben, c'est possible de lutter contre ça. Voilà. Et donc voilà, on n'est pas obligé d'accueillir Amazon, McDonald's, etc., etc. Ça, ce sont des histoires. Enfin, ces entreprises-là, c'est l'équivalent des comptoirs indiens au 19e, où on venait à Pondichéry, Chandernagore, et on aspirait, nous, les Européens, les ressources. Et donc à cette époque-là, c'était les épices. On les importait, on faisait du business et de la richesse avec ça. Aujourd'hui, Amazon, Starbucks Café, c'est exactement la même chose. Les ressources qu'ils aspirent, c'est la main-d'œuvre, peu payée, c'est l'utilisation des routes. Si je pense à Amazon, par exemple, avec des routes qui sont abîmés finalement par ces transports-là et ne payent pas forcément les impôts à la hauteur de ces réparations, par exemple. Voilà. Et donc, on dit que c'est important, et le storytelling, il est important, et la question des imaginaires est importante aussi, mais souvent on réduit la mise en récit sur la question des imaginaires, c'est-à-dire de se dire, il faut trouver des nouveaux imaginaires désirables, etc. Parce que nos imaginaires sont colonisés par le tout technique, on va s'en sortir par les solutions techniques, les robots, l'intelligence artificielle, etc. Ou alors on a un imaginaire qui est colonisé par l'effondrement, qui est très présent avec les séries télé, la littérature, etc., etc. Et donc évidemment, on dit il faut des nouveaux imaginaires, par exemple sur la sobriété, parce que on n'a pas d'imaginaire sur les questions de sobriété, donc c'est difficile de se projeter, de se dire dans le fond, ça serait quoi ma vie réussie dans un monde sobre. Ça, c'est pas évident. Donc ça, c'est extrêmement important, mais ce que l'on porte comme message avec la fabrique des transitions, c'est de dire, c'est pas que ça en fait. C'est pas que ça, et donc c'est là, c'est la forêt qui est derrière là, sur la question de la mise en trajectoire. Donc de réussir à avoir une réflexion collective sur la trajectoire globale que l'on porte, sur la question de l'évaluation, c'est-à-dire de se dire que tout ce qui compte ne se compte pas toujours, mais aussi se raconte. Et donc c'est la place des récits dans la question de l'évaluation. C'est la question de l'implication citoyenne, c'est-à-dire de savoir accueillir les récits contradictoires et donc de développer des formes de démocratie locale qui intègrent ça. C'est la question du management coopératif, c'est-à-dire les récits des collègues, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on coopère ensemble dans une organisation et entre organisations. Et ça, c'est extrêmement important parce que euh, la coopération va plus loin que la coordination. Et la coopération sous-entend de comprendre les intérêts de chacun, ce qui motive, ce qui met en mouvement. Et ça, on le fait relativement peu. La question de la motivation, c'est quelque chose sur lequel on échange très peu, en fait. Sauf éventuellement dans un entretien d'embauche, et encore, ça va pas forcément très très loin. Et donc, ça touche à la question de la coopération. Moi, j'appelle ça les récits des collègues. J'y reviendrai un peu dessus tout à l'heure. Et puis, la communication sincère, c'est essayer de réinventer la communication, notamment dans les territoires, et chercher, par exemple, enfin, des choses simples, hein, un journal municipal. Est-ce que dans un journal municipal, on doit voir la photo du maire 17 fois dans un journal, par exemple? Parce que ça relève d'une histoire dominante qui s'impose aux habitants. Est-ce que ça va jusque-là ou je suis un peu trop rapide ou pas clair? C'est bon? Je pense que c'est clair.
Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur ces arbres noirs là derrière, mais je ne pourrais pas tout décliner là, sur la séance là, mais l'idée de ça, c'est de mettre en mouvement, parce que c'est ça la clé, c'est ça le sujet le plus important, c'est comment est-ce qu'on met en mouvement réellement au profondeur, en touchant le modèle économique. Comment est-ce qu'on consolide les projets et les collectifs? Donc ça, c'est plutôt lié au management coopératif, c'est-à-dire que on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des pertes de sens, des pertes de motivation, du burn-out. C'est-à-dire que les gens qui bossent sur les transitions, en fait, sont fondamentales. Ce que vous faites, c'est fondamental. Et donc, faut pas que vous tombiez malade, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, la question de du récit, ça touche à ça, en fait. Ça touche à la manière dont on est consolidé et à la manière dont on est motivé sur le long terme. Euh, alors là-dedans, on parle d'histoire dominante et d'histoire alternative. Et donc ça, je trouve que c'est un regard qui est assez intéressant et de s'attacher à ça, je trouve, ça donne des clés. C'est-à-dire qu'en fait, on a des histoires dominantes qui nous traversent, qui nous envahissent et qui nous empêchent. Potentiellement, l'effondrement est une histoire dominante qui est très nourrie et qui peut et qui génère de l'éco-anxiété, par exemple, et qui nous empêche en fait, qui nous rend malades, les bras ballants, bon, etc. Mais l'histoire dominante du tout numérique, par exemple, aussi est une voie. Là, c'est la cavalcade sur l'intelligence artificielle. Et dans le fond, l'histoire dominante, c'est que si on ne prend pas ce virage-là, on va subir l'histoire qui est devant nous, quoi, grosso modo. Voilà. Donc, du coup, regardez cette question des histoires dominantes et alternatives, c'est assez intéressant. Alors, ce qu'on a appris, alors j'étais avec ma collègue Maïwen en formation avec un autre lieu qui est ressource, qui s'appelle la Fabrique narrative, euh, qui nous a appris un peu tout ça sur la question des histoires. Et donc, l'idée, c'est de se dire que nous, êtres humains, donc ça, c'est Nancy Houston qui nous parle de ça, nous sommes une espèce fabulatrice, c'est-à-dire que on n'a jamais eu assez de crocs, de poils, etc., pour se défendre. Et en fait, nous, pour se défendre, pour survivre, nous, les humains, on a créé des communautés, en fait, des groupes humains. Et pour créer ces communautés, ces groupes, on s'est raconté des histoires, en fait. Et donc les histoires, c'est eux contre nous, c'est des histoires de généalogie, bon, etc. Et c'est comme ça que l'on, voilà, que notre espèce finalement s'est développée. Et puis, espèce fabulatrice, parce que nous, êtres humains, on est sans cesse en train de donner du sens, en fait. À chaque fois qu'on parle, que l'on se présente, que l'on on interagit, qu'on décrypte les choses, en fait, on donne du sens en permanence. Voilà, c'est ça c'est une de nos caractéristiques. Finalement, on raconte nos expériences de vie, mais on fait toujours des choix, en fait. Quand on se présente l'un à l'autre, on fait des choix. Moi, je vous ai pas raconté tout ce que je suis, finalement. Je vous ai juste parlé de ma profession. Et encore, j'ai pas dit grand-chose. Mais du coup, on fait des choix. Et toutes ces petites croix, là, dans ce schéma numéro 2, bah, c'est ça, c'est les expériences de vie que l'on a, nous. Et on fait des choix. Et en fait, ces expériences de vie génèrent une histoire qui nous définit. Vous voyez, c'est cette ligne rouge. Voilà, et on choisit ça, en fait. On choisit cette histoire principale qui nous définit. Et en réalité, ce que l'on sait, c'est que parfois, il y a des récits, certains récits que l'on fait qui nous enferment, en fait. Et donc, c'est ça les récits dominants. C'est ça les récits dominants. Donc, on a des récits qui nous enferment. Euh, donc, l'idée des pratiques narratives, c'est de se dire il faut réussir à prendre de la distance, en fait, avec ces récits-là. Si ces récits nous conviennent, tout va bien. Euh, mais si ça ne nous convient pas, bah, l'idée, c'est certainement de trouver des alternatives. C'est un peu ce schéma-là qui montre que finalement, il y a d'autres expériences de vie, peut-être plus rares, j'en sais rien, ou enfouies peut-être,
mais qui nous permettent de nous libérer en fait des histoires dominantes qui potentiellement sont des histoires de problèmes. Et l'idée des approches narratives, c'est d'être auteur en fait, de retrouver en fait de nouvelles perspectives, des nouveaux récits disponibles en fait, qui sont devant nous. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on regarde les récits dominants, les récits alternatifs, moi je les ai rangés dans quatre domaines, c'est-à-dire qu'on a les récits sociétaux, donc j'en ai déjà parlé, effondrement, technicisme, bon voilà, le patriarcat, bon, il y a plein de choses, et qui nous empêchent. Mais on a aussi les récits territoriaux dans les territoires, euh, le rural oublié par exemple. Nous, on est de toute façon, on est en monde rural, on est oublié, et on est à la merci des extrêmes. Et nous, par exemple, dans le bassin minier, ben, on est incapable de prendre des initiatives. Parce qu'on a notre histoire qui est là comme une chape de plomb, avec les houillères, l'exploitation minière, et ce sont des activités économiques qui nous ont régenté. Les mineurs, par exemple, avaient des punitions et des amendes lorsqu'ils ne faisaient pas leur potager, par exemple, dans les cités ouvrières. Et donc tout tournait autour de la mine. Et donc ça, c'est une histoire dominante qui est encore là, en fait. Et qui fait que bah, nous, on ne peut pas s'en sortir tout seul, en fait. Et on ne peut pas prendre des initiatives. Et donc, évidemment, c'est pas vrai, il existe des tas d'alternatives. Et puis, on a des récits dominants aussi dans les organisations. Par exemple, dans les collectivités, chez nous, c'est pas possible parce qu'on est en silo. Parce on est en silo, on travaille pas ensemble. Ou les élus, ben voilà, ils sont comme ci, comme ça, on peut pas faire ça. Et puis, on a les récits individuels. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les récits individuels des individus au travail. C'est-à-dire que ben, tous autant que nous sommes, on a des récits qui nous dominent. C'est-à-dire, on a toujours dit de moi que je suis en retard, je ne suis pas rigoureux, je ne sais pas prendre la parole en public, j'ai pas confiance en moi, bon, etc., etc. Et en réalité, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a toujours des alternatives. Donc, à l'échelle des territoires, je trouve que c'est intéressant de se dire, il existe des récits dominants, et les récits dominants servent toujours quelqu'un ou des groupes de personnes. Comment est-ce qu'on les identifie et comment est-ce qu'on arrive à prendre de la distance par rapport à ça? Voilà, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu l'idée globale de ces récits. Je pense que lorsque vous voyez ça, vous voyez tout de suite que vous-même, enfin, vous les identifiez, en fait, ces récits dominants et les alternatives. Et bon, les alternatives, c'est évident, puisque vous-même, vous les portez, les alternatives, hein. Donc, du coup, c'est plutôt clair. Donc, il y a évidemment des histoires qui libèrent. Bah, par exemple, là, sur les récits sociétaux. Alors, c'est pas évident hein, de voir des histoires qui libèrent sur les récits sociétaux quand même, à l'échelle mondiale, etc. Mais c'est vrai que on a résolu le trou dans la couche d'ozone, par exemple, il y a une paire d'années. Ça veut dire que quand même, à l'échelle mondiale, on est capable de se mettre d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on est assez peu d'accord sur un certain nombre de choses, mais quand même, cette histoire dominante comme quoi on ne sait pas se mettre d'accord à l'échelle internationale, dans le fond, il y a quand même des alternatives qui sont là. Sur les récits territoriaux, c'est pareil. Je vous ai parlé de la ville de Fourmi, le rebond par la politique troisième révolution industrielle sur Fourmi, il est absolument sidérant. C'est le cas à Los Angeles chez nous, ville minière, voilà Mais donc là, je vous ai cité des exemples, mais qui sont plutôt dans notre région. Mais Valenciennes, c'est la ville Phoenix. Donc là, il y a eu toute une époque où vraiment cette ville a ressurgi, en fait, a rené de ses cendres. Voilà, et donc ça, c'est des récits territoriaux extrêmement enthousiasmants, optimistes, positifs. Voilà. Et donc, bah, c'est pareil, quand on creuse dans les récits d'organisation, les récits individuels, il y a toujours des alternatives. Et ça, c'est l'idée d'identifier d'honorer ça et donner de l'épaisseur à ces récits alternatifs. Quand on m'a, quand on a préparé un peu ce moment-là, aujourd'hui, il y avait une question qui était de se dire, ben, comment est-ce qu'on s'en sort en fait de ça?
Alors, les récits individuels, dans le fond, c'est des pratiques narratives. Bon, c'est une méthode, il y en a certainement d'autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans le fond, les pratiques narratives, c'est une manière de mener des conversations assez échafaudées, en fait, hein, pour justement mettre à distance ce qui nous empêche, ce qui domine, et faire générer une vie meilleure, une alternative, etc. Sur les récits d'organisation, à ce stade, je ne vois pas d'autre façon de faire que de développer ce qu'on appelle des organisations réflexives. Il y a une ressource qui est intéressante qui se trouve sur le site des Jardins de Cocagne, que vous connaissez peut-être. Et il y a un petit document qui est sorti l'année dernière que je trouve pas mal, qui décrit un petit peu comment est-ce qu'on peut développer une organisation réflexive dans les projets, enfin dans les organisations travaillant sur les questions alimentaires. Et donc, ben, l'idée, c'est simple, c'est de se dire que ce qui crée de la valeur, c'est le travail. Voilà. Alors, ça peut paraître très marxiste comme idée, mais dans le fond, c'est une réalité. Et donc, ça veut dire quoi, en fait, cette phrase-là? Ça veut dire qu'en fait, il faut s'intéresser au travail. Et donc, ça veut dire qu'il faut revenir sur les processus de travail que l'on a dans les organisations ou entre partenaires. Ça, c'est un peu plus dur. Mais au moins dans les organisations, revenir sur les processus de travail. Que le travail que l'on a mené soit réussi ou pas, revenir sur ces processus-là pour reprendre en fait la manière dont on a travaillé, comment ça s'est passé, euh, comment les protocoles se sont mis en place, comment, dans le fond, qu'est-ce qui est important pour chacun, qu'est-ce qui est important pour l'autre. Et ça, on se le dit jamais. Euh, Peut-être qu'on a une chance de changer les protocoles d'ailleurs dans la discussion, mais c'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est de s'écouter, de comprendre comment on s'est mis en mouvement, individuellement, collectivement, ce qui est important, qu'est-ce qu'on pourrait corriger derrière éventuellement. Et donc ça développe quelque chose d'absolument précieux et incroyable, qui est la confiance, et qui est une valeur immatérielle extrêmement puissante, extrêmement forte en fait. Voilà, donc ça c'est l'intention première de la question de l'organisation réflexive. Et c'est une occasion de mettre à distance les histoires dominantes. On n'a jamais réussi à faire ça, on ne peut pas faire ça, etc. Ce qui me semble important, c'est de réussir à trouver le temps. Alors, trouver le temps dans les organisations, c'est pas forcément simple, mais nous, ça nous semble absolument vital. Pourquoi ça se range là dans la mise en récit? Parce qu'en fait, c'est tout simplement les récits des collègues. Voilà, c'est d'essayer de réduire l'écart qu'il y a entre le travail prescrit, le travail réel et le travail idéal. Voilà, ça forme un triangle, et plus ce triangle est large, plus on est potentiellement dans la souffrance, en fait. Et donc, c'est pas possible d'être dans la souffrance, parce que sinon, c'est burn-out, perte de sens, etc. Et méfiance, etc. Donc, l'idée, c'est de, du coup, réduire, en fait, cette distance-là. Donc, pour un manager, dans le fond, c'est d'essayer de se départir du travail prescrit et de toucher du doigt un peu plus le travail réel. Et peut-être pour un salarié, c'est d'atterrir aussi plus sur le travail réel que sur le travail idéal, par exemple. Parce que ces écarts-là créent voilà, souvent des grandes souffrances. Donc c'est ça, donc comment se sortir euh, de ces histoires dominantes, de ce qui nous empêche, ben, c'est de développer, selon moi, des organisations réflexives. Et puis sur les récits territoriaux, donc ça, je pense qu'il y a tout un champ de recherche peut-être ou de documentation à faire dans ce domaine-là, mais dans le fond, concevoir des animations qui aillent dans ce sens. Par exemple, les défis citoyens, donc les défis citoyens, zéro déchet, zéro carbone, etc. Ben dans le fond, ça c'est intéressant parce que, par exemple, je sais pas si vous faites une animation dans un centre social sur les questions de consommation, sur la consommation locale, comment est-ce qu'on lit les étiquettes dans les supermarchés, ce genre de choses, ou avec les enfants, par exemple, il existe des animations comme ça avec les enfants.
où ils vont dans le supermarché et puis ils vont à la chasse des étiquettes, etc. Bah, dans le fond, c'est une manière de mettre à distance un récit dominant sociétal qui est la surconsommation. Et du coup, de laisser une possibilité de faire advenir des alternatives qui seraient la consommation locale, le circuit court, le bio, bon, etc., etc. Et donc là, on imagine toutes les possibilités, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent, mais peut-être il y a juste un petit truc à changer pour donner conscience des récits dominants qui nous empêchent et des alternatives que l'on peut trouver. Et que ces alternatives sont une voie nouvelle, importante qu'il faut devoir massifier. Peut-être dans la manière dont on élabore des récits territoriaux ou dont on développe un territoire, une collectivité, enfin, je sais pas, une collectivité territoriale, etc., c'est peut-être d'avoir une attention au récit. Là, sur la diapo suivante, j'ai pris ces photos-là pour illustrer. Donc là, on est dans le territoire de Beauvais, dans l'Oise. Ce sont des inondations qui ont eu lieu au mois de janvier. Donc il y a eu des pluies importantes là au mois de janvier. Depuis, il y a plus de pluie d'ailleurs. Voilà, c'est le monde dans lequel on est là maintenant. Mais bref, il y a eu des pluies très importantes. Et donc ça, c'est des photos aériennes prises par drone. Et en fait, ces photos, donc on voit pas forcément très bien, mais donc il y a eu effectivement des zones inondées. Mais il ne s'est rien passé pour les populations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème pour les populations et les biens. Il n'y a pas eu de routes coupées, de zones d'activité empêchées, bon, etc. Et en fait, il n'y a pas eu de, enfin, il y a zéro communication là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a des inondations qui produisent du désastre, les gens sont pas contents légitimement, et bon, et du coup, on en parle beaucoup. Mais là, on n'en parle pas. Et en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de récit positif en fait sur ce sujet-là. Or, si les gens et les biens n'ont pas été inondés, c'est parce qu'il y a des mesures qui ont été prises par les collectivités tout autour, de tamponnement, de zones de, je sais pas comment on dit, pour empêcher les inondations en fait, hein, pour absorber l'eau supplémentaire. Et ça, c'est une réussite ce truc-là. Et en fait, ça, il n'y a pas eu de récit sur ça. Il y a pas eu de célébration de ce truc-là. Et donc ça, c'est dommage parce qu'en fait, la population ne sait pas que ça a existé, que les impôts ont permis ça, et que du coup, on peut réussir sa vie dans ce territoire-là, dans un territoire qui est adapté au changement climatique. Donc ça montre quand même l'importance d'avoir ce réflexe récit, notamment à l'échelle des territoires, parce que bah, du coup, on tourne en rond sur l'effondrement, les inondations qui nous submergent, etc. Par contre, les réussites, on les connaît pas. Et donc ça, c'est bien dommage. Donc, notamment si je prends le sujet de l'adaptation au changement climatique, il y a un sujet qui est important, qui est la question de la mémoire du risque. Mais au-delà de la mémoire du risque, pour moi, c'est la célébration des réussites. Donc, concevoir des animations qui cherchent à mettre à distance les récits dominants, accueillir et valoriser les alternatives, ça c'est, ouais, moi ça c'est mon job en fait au CERD, c'est de mettre en valeur les initiatives qui changent le monde en fait, qui changent la vie des gens, qui changent le monde, qui ouvrent un nouveau modèle économique, etc. Avoir une attention au récit, j'en ai parlé, et puis peut-être avoir un storytelling mais avec des garde-fous démocratiques. Ça c'est vachement important parce que par exemple, on a à Dunkerque, il y a un développement important des usines de batteries électriques. Le souhait du maire, c'est de développer des usines sans parking. Ben, c'est super, les usines sans parking. Du coup, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est pas mal. Mais par contre, si c'est pas fait avec des garde-fous démocratiques, une certaine forme d'implication citoyenne, ben, des garde-fous en fait. Ben, le problème, c'est que ça risque d'être un nouveau récit dominant descendant, et donc qui va s'imposer en fait aux populations. Et donc pourquoi nous, les ouvriers, on pourrait pas aller en bagnole à notre travail, et donc effet gilet jaune derrière. Voilà, donc du coup, ça c'est un autre exemple pour dire que on peut chercher à se départir d'un récit dominant, mais si c'est pour réimposer un autre récit lui-même dominant et qui empêche, c'est un petit peu embêtant. Dernière diapo, c'était sur les conseils. Euh,
C'était peut-être se dire que si on veut attaquer ce sujet-là, peut-être qu'il faut commencer par la question de la mise en trajectoire. Donc, j'en ai pas trop parlé, mais c'est de reprendre en fait la trajectoire globale d'un projet, d'un territoire et d'y rechercher en fait justement ces histoires alternatives et des ressources que l'on a certainement oubliées. Donc, j'ai plein d'exemples dans ce domaine. C'est de se former dans le cadre d'un groupe projet, d'être ensemble. Donc là, nous, on a des groupes projets de techniciens et d'élus qui portent cette idée-là et de développer le réflexe récit. C'est trouver des alliés et de se mettre en réseau. Donc là, vous en êtes un exemple typique. Donc je parle de l'histoire des abbayes parce qu'en fait, je fais le parallèle avec l'histoire des abbayes, c'est-à-dire que les abbayes, c'était des lieux répartis géographiquement où on avait des innovations qui se déroulaient, mais c'était là où on protégeait la ressource, les connaissances, et c'est là où on se protégeait face aux invasions barbares. Et donc moi, je vois l'histoire dans laquelle on est là maintenant de cette manière-là, enfin sans le côté religieux des choses, là. Mais je le vois de cette manière-là, c'est-à-dire que face à l'adversité qu'on connaît, à la montée des extrêmes, etc., bah dans le fond, il faut avoir des alliés, il faut être en réseau, que les tiers-lieux, les lieux où on invente le nouveau monde soient en réseau, parce que c'est là où on doit développer la connaissance, les innovations, et bah, se faire du bien, en fait, trouver sa légitimité. Là, tout à l'heure, en introduction, vous parliez de vos propres légitimités que vous trouviez grâce à ce réseau-là, et finalement grâce à l'échange, le partage, etc. Voilà, et puis l'autre élément, c'est de se dire qu'en fait, il faut rien lâcher parce que c'est un combat, en fait. Et la question des récits, c'est purement un combat. Donc, vous le voyez bien dans les publicités, le marketing, etc. C'est d'une puissance qui balaye quand même, qui est extrêmement forte. Et donc, face à ça, bah, l'idée pour nous, c'est de rentrer en combat, tout simplement, et donc de faire advenir. L'ADEME a essayé, par exemple, avec les publicités sur les dévendeurs, hein. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, mais c'était voilà, les dévendeurs. Bon. Ça a été quand même une espèce de caillou dans la chaussure du gouvernement, ce truc, hein. Ça n'a pas été simple pour l'ADEME de porter ce truc-là. Mais ça prouve que c'est un combat. Voilà. Et donc l'histoire du cheval de Troie, c'est cette idée que le cheval de Troie, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'espoir, il y a toujours une faille en fait. Quand il n'y a plus d'espoir, il y a toujours une faille, et c'est ça l'enseignement enfin, du cheval de Troie, c'est ça, c'est que il y a juste une petite faille, on rentre dedans et on écarte cette faille, et on développe, on développe l'espoir et du nouveau, du renouveau, etc. Voilà, donc c'est un peu ça. Enfin, enfin, le conseil derrière, c'est qu'on peut être épuisé. Quelqu'un a parlé de ça tout à l'heure, mais en fait, il faut être en réseau, avoir des alliés et ne rien lâcher parce que nous, qui portons ces projets-là, ces projets de transition, on ne peut pas lâcher les choses. C'est pas possible. Même face à cette adversité qu'on connaît aujourd'hui. Si nous, on abandonne, ben voilà, tout est foutu en fait, hein, en réalité. Donc même si c'est pas simple, il faut réussir à porter ce combat très fort. Merci Voilà, pardon, beaucoup. j'ai été un peu long là. Ah oui, merci beaucoup, Inès. C'était super intéressant. Est-ce que ça te dérange d'arrêter le partage comme ça, on se verra tous pour la partie plus questions-réponses. Moi, en tout cas, je retiens bien le côté aller chercher des éléments dans l'histoire du territoire qui vont dans le sens d'un nouveau récit que nous, on veut faire advenir aussi pour justifier des solutions alternatives. Je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions pour Emmanuel par rapport à ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit? Bon, moi j'en ai une. C'est pas une question piège, mais du tout. Juste, en fait, à l'échelle d'un projet, parce que tu as parlé voilà, de différentes échelles, mais toi, par exemple, à l'échelle d'un projet que j'essaie d'initier, par exemple, je tourne un peu autour de cette question de la documentation, tu vois, comment démarrer en fait une documentation, même, tu vois, de façon très concrète sur quel type de processus, en fait, pour commencer à mettre des choses quelque part qui peut-être dessineront le récit du projet par la suite. Voilà. Est-ce que là-dessus, tu as peut-être des conseils à donner ou des choses que tu as vues qui peuvent être inspirantes?
Il y a pas mal, comment dire, il y a pas mal d'exemples pour réussir à être pédagogique et décrypter ce qu'on est en train de faire. Et en quoi on est véritablement dans une idée de transformation réelle. Donc, du coup, t'as toute forme de support potentiel, vidéo, podcast, écrit, bon, etc., etc. Mais du coup, ce qui nous semble intéressant, c'est de co-construire ça, en fait. C'est-à-dire de le faire collectivement. Mm. Parce que ce qui est important, c'est que les messages qu'on porte, l'intention qu'on porte, soient réellement partagés et qu'il y ait plusieurs émetteurs, euh, en- comment dire ça, articulés, quoi, pour porter les différents messages. Quand on fait un exercice de mise en trajectoire, c'est-à-dire qu'à plusieurs, dans un groupe projet, par exemple, mais ça peut s'élargir, hein, on revient sur tout l'historique, on revient sur l'historique du projet. De où c'est parti, et on revisite, c'était quoi les valeurs fondatrices, etc. Et on a des exemples où, par exemple, les valeurs fondatrices étaient oubliées, enfin oubliées de beaucoup. Et donc on repart, on repart de ça de façon plus ferme. Mm. Donc j'ai plus des exemples sur des projets un peu de long cours en fait, plutôt que des projets débutants. Mais je pense que peut-être l'idée, ça serait d'outiller dans cette perspective-là, c'est-à-dire de se dire à un moment donné, on va devoir revenir sur le processus, les bases, le démarrage, et donc il faut conserver toute cette documentation-là, c'est-à-dire les verbatims, les photos, enfin, les moments qu'on a vécus, etc. Et donc peut-être avoir des moments dans le tourbillon du projet pour se poser et justement avoir un échange réflexif pour se dire, bon voilà, là on se pose, qu'est-ce qu'on vient de faire, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été important pour nous, enfin voilà, toute une série de questions. Et donc ça, de le garder évidemment en mémoire vive, tu vois. Mm. Mm. Bon, je le verrai comme ça. Puis après, il y a l'enjeu de discuter avec les autres, les financeurs, la collectivité, etc. Voilà, donc là, du coup, je dirais que ça serait plus, c'est quoi les supports? Bon, ça touche un peu au marketing, etc. Mais c'est quoi les supports que l'on peut avoir pour expliquer plus aisément ce qu'on est en train de faire, ce qu'on cherche à faire, en quoi ça peut correspondre à un bout de votre stratégie à vous dans le territoire, etc., etc. Mm. Il y a d'autres questions? Merci. Oui, Marianne? Oui, je veux bien. Ça touche un peu à des choses qui ont été abordées là à l'instant. Je me pose la question de l'accessibilité de ces récits et de comment on fait pour tester en fait des récits. Je pense qu'on a de la capacité à créer des choses qui nous embarquent enfin, à nous, quoi, aux gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes vécus, valeurs, visions du monde, et que de plus en plus on a cette polarisation qui se joue aussi sur les récits. Je pense qu'on peut aussi du coup créer des récits qui fragmentent, qui vont parler qu'à une partie de la population. Et donc, c'est quoi que vous avez expérimenté qui peut être de l'ordre de tester le récit ou de tester euh, les valeurs, les imaginaires qu'on a besoin de convoquer pour toucher un public plus large? Alors, il y a un exemple, c'est le projet Archipel là, que l'on mène. Donc, Archipel, histoire de s'adapter. Donc, l'idée, ça a été de se dire, donc effectivement, il y a des récits dominants qui nous empêchent, bon, etc., l'effondrement qui génère l'éco-anxiété. Et donc, pour s'embarquer de façon plus ferme sur la question, alors là, précisément de l'adaptation au changement climatique, mais je pense que c'est valable sur d'autres sujets, on s'est dit, on va utiliser les émotions, donc racines latines, movere, émotion, mise en mouvement, motivation. Et donc, on fait venir sur un territoire des artistes, donc résidence d'artistes pendant 2, 3 mois, un photographe qui va faire des portraits photographiques en allant à la rencontre des gens, et puis des écoutes territoriales, donc des podcasteurs. Et donc ça, de façon, en une fois, en fait, pendant 2, 3 mois, toutes ces personnes-là vont à la rencontre voilà, d'un peu tout le monde, avec l'aide des collectivités, les enfants, les personnes âgées, les acteurs économiques, les élus. Alors, avec les élus, c'est assez singulier parce qu'il y a peu de démarches comme ça.
On parle relativement peu des émotions finalement avec les élus, je sais pas pourquoi. Et donc l'idée, c'est d'aller collecter ça en fait. Voilà. Et donc là, ça décloisonne complètement en fait, hein, parce que là, le gens on rencontre tout le monde en fait, hein. Voilà. Et donc par ces médias-là artistiques, on collecte tout ça, on organise une soirée de révélation. Enfin, c'est notre nom de code à nous, où on invite tout le monde, toutes les personnes rencontrées. Puis après, c'est complètement ouvert. Et là, on développe des animations à partir du vernissage de l'exposition photo, à partir du spectacle des artistes, à partir des écoutes, enfin des extraits des podcasts. Là, on fait dialoguer les gens entre eux pour ben voilà, qu'ils puissent partager ce qui est important pour eux, en quoi ça les touche, où est-ce que ça les emmène. C'est là où on rejoint les pratiques narratives, parce que c'est un échafaudage de questions assez particulières qui permet ça. Et donc l'idée, c'est du coup de faire que les gens soient en lien, en fait, qu'ils se reconnaissent par ce qu'ils vivent en termes d'émotions, qu'ils soient élus, directeurs d'aéroport ou autres, en fait. Et que du coup, il y a un dialogue en humanité. Et donc ça, c'est ce qu'on a vraiment vu là sur le territoire de Beauvais, hein, par exemple. C'est-à-dire que avant, donc suite à ça, en fait, on est reparti de ces dialogues-là sur la matière artistique avant de rentrer dans le dur des discussions sur les solutions techniques liées à l'adaptation au changement climatique. Et donc là, même si sur un territoire, il y a un projet d'extension d'aéroport, les gens se retrouvent quand même sur des choses assez profondes, en fait, hein, et donc il y a du dialogue qui est possible. Voilà, et donc ça ouvre les choses. L'autre exemple, c'est ce que nous enseigne la ville de Los Angeles, là chez nous, c'est que le maire, l'ancien maire, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, mais il disait dès qu'il y a une pétition, pour nous c'est de l'or en barre. Une pétition, c'est une bonne nouvelle. Et donc, dès qu'il y a une pétition, on commence à être en discussion, on commence à se mettre en mouvement. Et donc, c'est l'idée justement de savoir accueillir les récits contradictoires, en fait, hein. Les oui mais, les je suis pas d'accord, etc., pour commencer à construire ensemble des alternatives. Et donc ça touche à, vous voyez l'échelle d'Einstein sur les questions de participation, là, de la manipulation, l'information, la concertation, la codécision. Là, voilà, c'est ça, c'est on est dans le haut du panier. Là. C'est comment on décide ensemble, comment on teste, on évalue et on décide ensemble derrière. Donc on est dans une dimension très démocratie de construction, quoi. Démocratie d'édification, comme le dit son nom m'échappe à l'instant, mais bref, vraiment le haut du panier de la démocratie participative. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question, comme ça on garde un peu de temps aussi, plus réflexion sur vos projets? Est-ce que quelqu'un a encore une question? Sinon, on peut passer directement du coup à l'aspect plus réflexion, vous, sur vos projets. Ce qu'on vous proposait enfin, ce à quoi on vous proposait de réfléchir, c'était de réfléchir à une croyance peut-être dominante qu'il y a sur votre territoire, là où vous voulez éventuellement implanter votre projet ou là où vous avez déjà votre projet. Et comment est-ce qu'éventuellement elle pourrait être renversée, justement en identifiant des éléments dans l'histoire de votre territoire qui pourraient aller dans le sens d'un nouveau récit que vous souhaiteriez créer. Est-ce que vous, déjà, ça vous parle, tout ça? Est-ce que vous avez déjà identifié le récit dominant sur un sujet dans votre territoire que vous aimeriez éventuellement renverser en co-construction, bien sûr? Ouais, Maëlène, tu veux y aller? Ouais, moi j'en ai un. C'est vrai que c'est un sujet évidemment qu'on a en commun avec Emmanuel, donc qui est présent dans mon projet, même si voilà, moi je le manie pas tous les jours, donc c'est pour ça que parfois je patauge un peu, donc c'est vraiment chouette que tu nous remettes un peu tout ça au clair. Enfin, moi, en tout cas, ça m'aide à y voir plus clair. Mais par exemple, donc moi, je parle le sujet enfin l'histoire dominante et qui est pas que celle de mon territoire, hein, mais sur la polarisation, sur l'isolement, sur l'individualisme, voilà, qui pourrait être, on va dire, contré ou en tout cas un peu, un peu bousculé par le projet. Donc moi, le projet, c'est d'ouvrir une maison de la conversation au Mans.
donc qui est en fait une petite sœur de la Maison de la Conversation parisienne. Et qui bien sûr serait adaptée au territoire, parce que la Maison de la Conversation à Paris, elle est porte de Clignancourt dans le 18e, donc elle répond à un besoin de quartier spécifique. Mais en tout cas, enfin, voilà, il y a cette idée justement de lutter contre ce récit dominant et des histoires, en fait, des histoires alternatives. J'en ai déjà quelques-unes à raconter, mais du coup, le fait d'avoir cette conversation-là aujourd'hui me fait dire que, bah, en fait, à chaque occasion suivante, de faire une place du dialogue sur une place publique, d'organiser un forum ouvert auprès des citoyens, ce que j'ai fait à première échelle en décembre dernier, enfin, voilà, avec une cinquantaine de personnes. Enfin, voilà, et qu'en fait, en documentant ça, petit à petit, et en donnant à voir ça avec d'autres, avec les parties prenantes, évidemment, de ces différents événements, bah, ça peut voilà, offrir un récit alternatif. Donc voilà, moi, c'est ça mon illustration. Ouais, super intéressant. Est-ce que tu veux passer la balle à quelqu'un, qu'on reprenne le même? Ah bah, je veux pas non, non, mais non, parce que franchement, peut-être que certains n'ont pas enfin, voilà, de choses à dire sur le sujet, donc je préfère que ça soit spontané et laisser remettre le bâton de parole au centre. Ça marche. Est-ce que ça vous évoque des choses sur vos territoires, des choses similaires à Maïwen ou un peu plus différentes parce que vous n'êtes pas sur le même territoire? Ouais, vous m'entendez ou pas? Ouais, beaucoup mieux. Oui, moi j'en ai un qui, enfin, je pense qu'il est aussi présent sur d'autres territoires, mais dès qu'on prononce le mot bio ou qu'on va convoquer de la consultation citoyenne, enfin, tout ce qui va être en fait du champ alternatif. Nous, on est sur un territoire de droite conservatrice, et donc du coup, j'ai l'impression qu'on marche sur des œufs quand on raconte ça. Et donc, je suis un peu dans une tension entre à la fois se dire, bah, ce qui émerge doit raconter sa vérité, donc enfin voilà, ce qui est alternatif, de promouvoir le bio, de promouvoir d'autres formes d'économie ou de participation citoyenne ou autre chose. Et en même temps, j'ai l'impression que le fait de mettre ça en récit, ça peut empêcher plus. Parce que ça va attirer les convaincus, mais ça va repousser encore plus les personnes qui rejettent cette étiquette-là. Et le paradoxe là-dedans, enfin, tout le monde le dit, mais il y a plein d'endroits où ils font des choses qui sont ou écologiques, ou progressistes, ou sociales, mais tant qu'il n'y a pas l'étiquette, en fait. Et du coup, ils utilisent d'autres mots. Moi, dans ma Comcom, ils disent que quand ils font des choses écologiques, ils font des choses exemplaires. Et ils disent jamais le mot écologique. Et donc, du coup, ma question, ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce récit-là? Est-ce qu'on raconte un récit qui nous ressemble, mais qui rassemble du coup ceux qui nous ressemblent? Ou est-ce que on fait quelque chose qui est un peu plus modéré au centre, qui va du coup moins peut-être attirer notamment peut-être des parce qu'on raconte une forte histoire et ça va peut-être attirer moins de capitaux, ça va peut-être attirer moins de personnes, etc. Mais dans les faits, ce sera tout autant sauf que c'est en filigrane en fait. Du coup, je me posais la question de ça. Est-ce que Emmanuel, tu as des éléments de réponse pour aider Patrick? Quelqu'un d'autre qui veut. Bah, pas spontané, pas spontanément. C'est sûr qu'on est toujours obligé d'être un peu sioux pour parler aux autres, quoi, et essayer de rentrer dans des cases. Alors, moi, spontanément, j'aurais envie de dire que il faut utiliser les mots qui nous correspondent et qui correspondent aux transformations qu'on cherche à faire. Parce que sinon, le risque, c'est qu'on soit pas à la hauteur des enjeux qui sont en face de nous, quoi. Donc, quand même, même si on voit qu'il y a dans les médias, hein, parce que c'est pas forcément chez les gens, enfin chez les habitants, dans les territoires, mais on a de plus en plus des mots qui sont refusés et on caricature les choses. On l'a beaucoup vu parce qu'on s'attaque au mode de vie en réalité.
Mais du coup, les gens sont pas forcément à l'encontre. Enfin, je sais pas, qui ont envie de manger des produits avec des produits chimiques, enfin des légumes avec des produits chimiques. Enfin, personne, c'est pas possible. En fait, si c'est ça, c'est parce que c'est moins cher. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de bon sens. Donc, je vois pas pourquoi on refuserait d'utiliser le terme bio. Enfin, c'est bon, donc ça dépend à qui on s'adresse dans le fond, finalement. Moi, je trouve qu'il faut chercher à réussir à englober tout le monde. Peut-être que ce qui relève du bon sens, c'est certainement malin d'utiliser, quoi. L'essentiel, c'est que l'action, elle soit transformatrice, quoi. Voilà. Donc, je dis pas qu'il faut mentir ou etc., mais l'essentiel, c'est l'action qu'on mène quand même. C'est l'action qu'on mène et comment est-ce qu'on change la vie des gens. Voilà, j'aurais envie de dire ça. Et sur la question, sur ce que tu disais, Maïwenn, polarisation, isolement, individualisme, etc. Nous, ce qu'on a vu dans le territoire du Beauvaisis avec les artistes, si je fais la synthèse, donc en fait, les artistes ont fait écrire des poèmes aux gens sur les places de marché avec des machines à écrire, bon, etc., etc. La synthèse de tout ça, de toutes les rencontres, du photographe, des écoutes territoriales, etc., c'est que les gens, en fait, sont très attachés au fait de faire ensemble des choses. Et donc, les gens sont très attachés au lien, en fait, avec les voisins, les habitants, et mener des projets ensemble. Donc il y a une peur et il y a une anxiété forte, évidemment, parce que les gens ont tous compris la question du changement climatique. Mais le résultat, c'est que ce qui est important pour eux, c'est de faire ensemble des choses. Donc, moi, ça me fait dire que l'individualisme, l'isolement, etc., ben, moi, j'y crois pas trop, en fait. Je crois que les gens, ils ont envie de faire ensemble. Peut-être que ça arrange des personnes de dire que les gens viennent pas aux réunions de démocratie participative, que les gens sont isolés, qu'ils pensent qu'à eux, etc. Voilà, moi je sais pas. Peut-être que ça sert des personnes qui, dans le fond, n'ont peut-être pas envie de partager le pouvoir, en fait. Et donc, vous voyez, en fait, ça marche pas, démocratie participative. Je dis pas que ça marche. Il y a des gens sincères et qui s'affrontent à des difficultés hein, par rapport à ça, mais du coup, c'est peut-être pas dit, en fait, que les gens soient individualistes, en fait. Je suis pas sûr de ça. Enfin, en tout cas, là, ce que j'ai vu à un endroit, c'est que c'était pas ça du tout, quoi. Los Angeles, ils ont un système qui s'appelle le 50-50, c'est-à-dire que en fait, il y a un problème, un enjeu. Par exemple, les chemins ruraux sont défoncés. La mairie, elle amène l'investissement et les habitants s'occupent du fonctionnement, c'est-à-dire que c'est eux qui retapent les chemins. La cour d'école adaptée au changement climatique, la mairie amène l'investissement et ce sont les parents d'élèves qui ont fait la cour d'école, hein, qui ont cassé le bitume et qui ont remis les arbres, les plantes, la terre, etc., hein. Voilà. Donc ça, et des exemples comme ça dans une petite commune minière, pauvre, de 7000 habitants, il y en a plus de 280, quoi. Donc c'est le dispositif 50-50 qui montre que bah, les gens, ils ont envie de faire ensemble. Quand on leur demande de faire des choses, enfin quand on leur demande, quand se naissent des projets, etc., bah, ils font. Et ils sont très contents de le faire. Et en fait, ce qui est important derrière, c'est l'aventure humaine qu'ils ont eue ensemble. Merci pour ces exemples, je trouve ça assez inspirant. Est-ce que Marianne, Tom ou Talia, ça vous fait aussi penser à des récits dominants sur les territoires sur lesquels vous êtes ou vous souhaitez aller, éventuellement des façons de faire advenir des nouveaux récits? Est-ce que je peux juste rebondir un coup sur ce qui est Ouais, venu? bien sûr, vas-y. Euh, moi, moi, c'est une phrase qui me titille pas mal quand on, par exemple, donc Emmanuel, quand vous disiez qui a envie de manger de la nourriture ou des aliments contiennent des produits chimiques, ça me semble une évidence. C'est juste que enfin, pour moi, quand on le nomme comme ça, on prend pas en compte assez justement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que euh, les gens ne détestent pas l'écologie.
dans ce qu'elle est ou elle déteste pas le bio, je pense. C'est juste qu'elle déteste ce que ça convoque aujourd'hui et ce que ça appelle. Et ça, les médias, autant que les mouvements, mouvements politiques extrémistes, ont bien fait leur taf, parce que du coup, aujourd'hui, vraiment, les gens pensent ça, quoi. Et en fait, des processus, moi, j'en suis sûr, je pense que les gens, ils ont envie de travailler ensemble, ils ont envie de faire des choses ensemble. Il n'empêche, la mairie la plus à gauche chez nous, lorsqu'elle fait des consultations citoyennes, elle se retrouve avec les mêmes personnes. Et du coup, j'ai l'impression que, enfin, moi, mon questionnement là-dessus, c'est comment, comment on met en récit cette consultation-là pour que les gens viennent, autant avec l'idée de participer à un processus démocratique, et autant de faire, d'attirer des gens qui sont pas à la base au processus démocratique, ils ont envie de construire pour leur vie. Et, et du coup, pour moi, c'est un peu ça la tension, c'est que euh, du coup, je suis d'accord sur le fait que je pense qu'à la fin, ce qu'il faut, c'est réussir à situer politiquement ce qu'on fait à chaque fois. C'est-à-dire que faut toujours garder en tête que même si on fait des choses qui sont pas dites ah c'est écolo, derrière en fond, en filigrane, c'est toujours essayer d'être le plus radical sur ça et d'être le plus exigeant sur ça. Mais du coup, enfin, qu'est-ce qui fait que les gens se rassemblent? Et du coup, je te donne un exemple et je finis par ça. Nous, on fait un marché, par exemple, là, depuis sur notre tiers-lieu depuis maintenant 2 mois. Et c'est un marché festif qui ne rassemble que des producteurs bio et locaux. Mais il n'y a pas un seul moment où on dit qu'ils sont bio. Et pourtant, les gens, ils sont très contents de consommer ce qu'il y a là et ils trouvent ça très bon, etc. Mais je suis sûr et certain que si on mettait le mot... et d'ailleurs, les gens, ils viennent avec leur panneau bio, hein. Mais nous, on le met pas en récit, ça. Et ben, ça marche comme ça. Et je suis sûr que si on disait marché bio, je suis sûr que les gens ne viendraient pas. Pas autant, en tout cas. En tout cas, les copains, les chasseurs, les anciens du village, ils viendraient pas, ça c'est sûr. Le conseil municipal, il viendrait pas. Parce Hmm. que aujourd'hui, il y a un truc un peu ankylosé de dès que tu me dis végétarien, écolo ou tu bois pas d'alcool, tu fais partie de cette caste-là, quoi. Donc Hmm. c'est plus ça, moi, c'est plus comment on arrive à trouver comment on arrive à naviguer cette ligne de crête-là, en fait. Ouais, alors je pense que du coup, ce que tu dis là, du coup, c'est certainement la bonne option. Si ça fonctionne, c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, comme ça touche au mode de vie, du coup, ça nous bouscule en fait, hein. Donc le végétarien, ça bouscule parce que moi j'aime la viande, bon, etc. Moi, ce que je retiens, par exemple, enfin, de l'expérience de Los Angeles à côté de chez nous, c'est que, en fait, les élus prennent tout ce qui passe en termes d'initiative. Le maire nous racontait qu'une fois, il y a des dames, des vieilles dames qui étaient venues le voir en disant, bah, nous, on aimerait fabriquer une écharpe géante pour entourer les terris qu'il y a sur notre commune. Bah, en fait, le maire, il dit OK. Donc, il a vérifié les questions de sécurité, machin, etc. Et puis, c'est parti. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les transitions. Mais en fait, ce qui l'intéressait, c'était l'initiative, le fait que les gens fassent des choses ensemble et qu'ils créent des liens. Et de fil en aiguille, ce qu'elle veut le dire, bah, d'autres choses se font derrière, en fait. Donc j'aurais envie de dire, peut-être que la meilleure façon d'aller d'un point A à un point B, c'est pas de viser le point B, et peut-être se dire, bah, dès qu'il y a une initiative qui émerge, bah, on la soutient, on est avec, et de fil en aiguille, des choses arriveront. Voilà, parce que c'est dans l'altérité, la confrontation, le débat, la rencontre, que l'on forge son opinion, son avis, son envie, son désir du territoire. Et donc, peut-être qu'on a démarré en ramassant les déchets, et puis ensuite, bah, finalement, souvent on coopère par un intérêt, et ensuite on coopère parce qu'on a des liens. Voilà, donc on démarre par un truc, puis après, finalement, on va mener des projets juste parce qu'on a envie d'être ensemble. Et donc après le ramassage des déchets, bah, peut-être on va faire une opération pour planter des arbres, etc., quoi. Donc moi, voilà. Et puis après, sur la participation, même dans une commune de gauche, dans le fond, souvent on s'arrête à ça, mais on réinterroge pas la démocratie représentative. C'est-à-dire que on souffle sur la démocratie participative en disant ça marche pas, c'est toujours les mêmes, etc. Ok, mais qu'est-ce qu'on en attendait réellement déjà? Est-ce qu'on a multiplié les formes de participation? Est-ce qu'on n'est pas allé chercher autre chose?
Et puis fondamentalement, est-ce qu'on doit réinterroger la démocratie participative sans réinterroger la démocratie représentative? Du coup, c'est quand même un tout, en fait, qui crée une ambiance, en fait, hein. Donc, du coup, bon, je suis pas expert du sujet, hein, mais ça me fait poser cette question-là, en fait. Merci pour toutes ces questions, ces réponses. Est-ce qu'il y a encore des questions, enfin des retours sur vos projets ou tout a été dit? C'est bon. Merci à Tom et Tania pour vos contributions dans le chat. Donc, je vais repartager mon écran pour terminer cette visio. Du coup, pour terminer, est-ce que ça vous donne envie de creuser certaines choses, des prochaines étapes que vous identifiez pour créer ces nouveaux récits? Bon, peut-être que ça a été dit en partie, mais est-ce qu'il y en a qui voulaient rebondir là-dessus, des choses que ça vous évoque et qui n'ont pas pu être exprimées jusqu'à maintenant? Non, tout a été dit. Ouais. Juste un petit mot peut-être pour ma part. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça met en cohérence en fait plein d'éléments qu'on a au sein du pôle. Là, tu as mentionné l'histoire des podcasts de territoire, les résidences d'artistes. Tout ça, c'est des sujets qu'on commence à toucher, mais on a très peu d'exemples, donc on tâtonne. On lance des choses, mais sans être convaincu. Donc en prochaine étape, en tout cas pour ma part, récupérer un petit peu les différents exemples que tu as pu mentionner, que nous, on s'inspire de ce qui a été fait ailleurs et qu'on reparte une marche au-dessus et pas recommencer les premières itérations de départ. Merci beaucoup, Emmanuel. Trop chouette. Merci, Igor. Et donc, pour passer aux prochaines étapes, donc on n'a pas encore de prochaine visio collective qui a été fixée, mais on pensait en faire peut-être une quatrième en juillet. Et pour ça, on voulait vous poser un peu une question sur qu'est-ce que vous préfériez. Nous, on a remarqué que justement la question de la charge de travail, éventuellement de l'organisation, de la santé mentale par rapport au projet, etc., ça pouvait être un sujet. Donc, ça pourrait être une première idée de visio collective, de faire quelque chose par rapport à ça. Ou bien on pourrait faire une visio plus Zoom sur un de vos projets. Donc, ça pourrait être soit plus type témoignage comme on a fait avec la BioVallée, soit quelque chose un peu plus de co-développement, mais cette fois en groupe complet et sur une problématique un petit peu plus précise. Est-ce que ça vous va de mettre peut-être dans le chat l'option qui vous plairait le plus parmi ces deux options? Donc, soit une visio sur la charge de travail, la gestion de la charge de travail, soit Zoom sur un de vos projets. Comme ça nous donnerait un peu une idée de ce que vous préfériez qu'on organise. Option code dev, ok. Bah, je vous laisse mettre au fur et à mesure témoignage sur le projet. Pas dispo le premier. C'est pas le... enfin, on n'a pas encore fixé de date pour cette visio collective. Le 1er juillet, en fait, c'est la date de la prochaine visio en sous-groupe du groupe de Irvina, Julien et William. Peut-être que ça t'a confondu. Voilà. Ok, donc ce serait peut-être plutôt code et gestion. Ok, bon, c'est un peu partagé. Parler de la charge de travail, ok. Et c'est vrai que le fait que vous fassiez ça en site, ça rajoute encore plus de travail à quelque chose que vous faites peut-être déjà. Ok, ben on va réfléchir à tout ça. Si jamais vous avez d'autres retours à nous donner, n'hésitez pas. Et donc, les prochaines visions en sous-groupe, donc il y a celle de Irvina, Julien et William qui est déjà calée. Et pour les autres, du coup, je vous propose de fixer une prochaine date parce que visiblement, ça n'a pas encore été fait. Je ne sais pas s'il y a un groupe qui est au complet là ou pas, mais si ce n'est pas le cas, je vous laisse vous organiser plus par mail, enfin ma date ou comme vous voulez. Et voilà, petit rappel aussi du week-end dans la Drôme qui est organisé le 30-31 août. On espère voir le plus possible d'entre vous. Donc voilà, c'est tout bon. J'en profite pour remercier vraiment Emmanuel pour ton intervention. Je pense que ça nous a bien aidé à avancer sur des réflexions aussi sur les projets, sur la mise en récit. Et merci à Compris. tous d'avoir participé.
et d'avoir partagé vos problématiques et vos retours d'expérience sur le sujet. Et on se retrouve dans les visios de ce groupe et éventuellement dans la prochaine visio collective. N'hésitez pas à nous dire sur les sujets qui vous intéressent. Un Merci, énorme Marion. merci, Emmanuel. Ouais, c'était très Merci à vous. Merci, intéressant. Marion. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À Ciao, ciao. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Juste, Marion et Sigia, j'ai mis ma question dans le chat, mais est-ce qu'on va avoir une communication sur les horaires et précisions pour le 30-31? Parce que du coup, moi, j'ai commencé à regarder enfin aussi, genre si on prend des billets, tout ça, je suis chaud de savoir. J'aimerais bien arriver le vendredi, par exemple, parce que si c'est pour arriver le samedi matin, je pense que il faut arriver trop tôt. Donc, enfin, voilà. Si vous avez des infos là-dessus, preneur. C'est à peu près sûr qu'on envoie une info d'ici fin de semaine prochaine parce qu'on se voit mercredi. Et c'est un Voilà, des sujets qu'on va traiter. parfait. Ça te va en termes de timing? Oui, moi en vrai j'ai déjà pris des billets, mais j'arriverai à les modifier ou à les changer en fonction. Ok. Mais j'ai pas attendu, mais c'est juste pour c'est comme ça les confirmera ou pas. C'est une Voilà, initiative dingo. exactement. C'est vendredi, enfin, on peut commencer le matin, pas trop tard. Je te le disais de toute façon, sinon je trouverai un endroit où me loger, y a pas de souci. Mais c'est euh, pour le groupe, je pense que c'est cool qu'on ait les infos la semaine prochaine. Merci pour Ciao. tout. Ciao. Merci, Salut. Tom.